Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à la plateforme Nutanix. L'idée c'est de faire quoi? C'est de faire une grosse vue d'ensemble finalement du portfolio de la société. Comme il y a beaucoup de solutions, c'est découpé en plusieurs vidéos. On est ici sur la troisième partie où on va parler de tout ce qui est base de données as a service et puis également tout ce qui est stockage. Et puis c'est parti, les autres vidéos sont disponibles dans les descriptions de cette vidéo si vous voulez aller plus loin effectivement sur la compréhension globale des solutions de Nutanix. Donc, on va commencer ici par deux sujets, la partie Nutanix Database Service. Donc Nutanix Database Service, en fait, l'idée c'est de pouvoir déployer et gérer des bases de données comme un service, le tout soit sur des environnements à demeure, dans le data center des organisations, soit directement en fait sur des infrastructures de type cloud public. Donc on est là encore toujours sur cette approche hybrid multi-cloud de Nutanix qui consiste à pouvoir effectivement déployer n'importe quel type d'application ou de données, quel que soit finalement le fournisseur que vous utilisez, mais le tout avec les mêmes outils. Donc ici, on va vraiment être sur quelque chose qui est à la fois on-prem et dans le cloud public, avec un management qui va se faire classiquement avec une interface graphique de type web. Ça, c'est assez classique chez Nutanix, et donc on a une console pour ça qui est tout à fait le même look and feel que tous les produits de Nutanix. Bien entendu, c'est gérable par de la ligne de commande, et le tout est disponible également en API REST. API REST d'ailleurs qui sont au passage utilisés notamment dans le provider Terraform Nutanix, qui permet également donc, du coup de gérer ou de déployer ce genre de solution directement par de l'infrastructure as code. Donc ce produit en fait va permettre et va proposer en fait les moteurs de base de données les plus populaires qu'on peut avoir aujourd'hui, à savoir SQL Server, Oracle, Postgre, MongoDB ou MySQL. Et l'idée effectivement c'est d'être dans une approche vraiment comme les hyperscalers de database service, et de se dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué finalement d'avoir dans les organisations des profils de DBA qui sont capables de maîtriser autant de bases de données différentes. Et du coup, effectivement, que ce soit de l'installation ou maintien en condition opérationnelle de ces systèmes de bases de données, ça coûte cher, ça crée des silos en termes d'équipes et de compétences. Ça n'apporte pas toujours forcément de la valeur, et puis dès qu'on veut créer des bases de données pour faire des environnements de dev and test, c'est compliqué, ça prend du temps, et là encore, on veut se focaliser avec ce service sur le time to market et le time to value, et donc simplifier finalement le ticket d'entrée à l'usage de toutes ces technos-là, et de rendre la chose la plus simple possible. Donc on va parler de quoi? On va parler de Database Lifecycle Management, donc la gestion du cycle de vie de la base de données. Au passage, vous avez des très bons white papers que je vous encourage à télécharger qui vont vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire avec effectivement cette solution-là qui s'appelle NDB, Nutanix Database. Au passage, l'ancien nom s'appelait ERA, ils ont gardé le nom ici, mais c'est bien NDB dont on parle ici. Donc, le lifecycle, ça va consister à quoi? Ça va consister effectivement déjà à déployer une solution avec un moteur de base de données, à le faire scaler si effectivement on a besoin de plus de puissance, être capable de le cloner. Donc je le disais, souvent quand on va avoir des organisations, on se doute bien que la partie dev and test ne va pas venir travailler directement sur la production. Dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un environnement qui est isolé, sandboxé, mais qui soit représentatif de la production, dans la structure, éventuellement même dans les données, dans l'échantillonnage. Donc là, la partie cloning est vraiment un point qui va être super important dans cette solution-là. La solution permet de gérer du coup à l'échelle un ensemble de bases de données avec un mécanisme en fait de provisioning et de self-service. Là encore, on met à disposition des métiers de quoi faire leur travail et de stocker leurs données dans leurs applications. Dans la partie protection de la base de données, et donc qui est directement liée également avec la partie gestion du cycle de vie, on aura forcément également la partie gestion du cycle de vie dans la notion de patching. Donc une base de données, c'est du software, ça évolue, il faut le corriger, parfois il y a des correctifs de sécurité qui sont importants à appliquer rapidement. Là encore, le produit va simplifier cette opération-là, qui peut vite devenir une galère. Là encore, si on n'est pas expert dans plusieurs moteurs et qu'on n'est pas à l'aise à se déplacer dans tous les sites web et tous les outils des différentes solutions.
En termes de protection de la base de données, là encore, ça paraît assez classique à dire, mais on a bien entendu la mise en place de airbags, de role-based and access control, qui vont permettre de définir qui a le droit de faire quoi sur quelle base. Au sens un peu plus large, donc au-delà de cette solution NDB qui vraiment fait plein de choses et qui est assez unique entre guillemets sur le marché, ça s'inscrit également dans un projet beaucoup plus long terme qui s'appelle le projet Beacon chez Nutanix, dont ça fait déjà plusieurs années dont on en parle dans les différentes conférences. Donc on pourrait voir ça, le projet Beacon, comme une plateforme universelle, plateforme de service spécialisée avec un focus sur la partie data. C'est devenu même, je pense, même plus large que ça. Mais si on reprenait par exemple une illustration du projet Beacon en 2023, si je dis pas de bêtises, on parlait vraiment d'une data-centric plateforme et de services associés derrière, et de se dire, quel que soit finalement l'environnement qu'on va avoir derrière et le type de base de données qu'on va utiliser dans cet environnement-là, et bien là encore, en fait, le projet Beacon permettra de déployer et de bouger également des environnements de base de données d'un univers à un autre, et passer par exemple une base de données qui pourrait être à demeure sur du NDB et après la transformer sur une base de données managée du côté d'un hyperscaler par exemple, ou inversement. Donc il y a pas mal de choses qui sont derrière. Si vous avez envie de voir un petit peu vers où se projette en tout cas Nutanix sur ces sujets-là, faites une recherche sur projet Beacon. Chaque année, ou au moins une fois par an en tout cas, il y a des nouvelles informations qui sont données sur ce sujet, sur ce projet, qui là encore est un projet qui est à moyen et long terme sur l'ensemble des solutions. Au-delà de la partie base de données, donc, qui est un type de stockage finalement, on a également une partie du portfolio Nutanix qui s'appelle NUS. NUS pour donc Nutanix Unified Storage. Et l'idée effectivement c'est d'avoir le même type de service de données, quel que soit l'endroit où effectivement on va instancier la solution Nutanix, dans du cloud, sur du core dans le data center ou sur du edge par exemple. Et là effectivement, en se centrant effectivement sur du software defined storage, eh bien l'idée c'est d'unifier effectivement la partie gestion objet, gestion de blocs, et de l'enrichir avec d'autres services. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans Nutanix Unified Storage? On va avoir des services de filer qui vont simplement permettre de gérer des services de serveurs de fichiers supportant les protocoles les plus classiques du marché, à savoir SMB, qui est plutôt du côté du monde Windows, et NFS du côté du monde Linux, le tout sur le système de stockage, le Software Defined Storage, AOS, dont on a parlé dans la vidéo sur la partie NCI. Donc du coup, proposer comme ça des services et de filers directement automatisables et capables de scaler en fonction de la demande, on va s'appuyer sur des virtual serveurs, contrôleurs qui seront déployés sur les différents nœuds en fait des clusters Nutanix, donc soit dans un cluster existant, soit il sera possible d'avoir des clusters dédiés à ça en fait et spécifiques. Donc ça c'est la partie file, vraiment importante effectivement de se dire je ne vais pas gérer de manière individuelle comme vous pouvez le faire il y a déjà assez longtemps des serveurs Windows ou Linux sur lesquels on installe les différents composants pour faire des serveurs de fichiers et qu'on va gérer tous un petit peu dans leur coin de manière unitaire. Là encore, l'idée c'est de centraliser la gestion de tout ça et de pouvoir gérer le tout à l'échelle avec des mécanismes automatiques de provisioning. L'autre manière de stocker de l'information dans NUS, c'est le stockage objet, bien connu des gens qui font du cloud côté AWS, Azure ou GCP, OVH, OCI, et finalement tous les fournisseurs de cloud proposent un stockage objet. Le stockage objet ici, il est compatible S3, qui on pourrait considérer que c'est le standard du marché, vu que le plus grand nombre de solutions de stockage objet, effectivement, sont basées sur le standard défini par AWS dès ses débuts. Je rappelle que S3 est le premier service qui est sorti sur AWS. Et donc là, on va avoir donc du coup un système de fichiers de stockage d'objets compatible S3 derrière. Donc ça veut dire que ce qu'on connaît dans du S3 classiquement, le tagging de versionning, les policies de write once, read many time, c'est disponible. Bien entendu, la notion de chiffrement est intégrée là-dedans. On va s'appuyer sur les API REST S3, celles entre guillemets définies par Amazon, et du coup on est capable de géographiquement faire de la redondance de données.
de ces objets. Donc ça, c'est plutôt vachement bien, parce qu'aujourd'hui, le stockage objet, c'est ce qu'on commence à avoir de plus en plus dans toutes les applications modernes, basées sur des microservices, du container, du serverless. Souvent, le stockage objet, il a son intérêt derrière. Voilà. Donc là encore, l'object storage fait partie du portfolio de Nutanix, et donc on peut avoir ce type de stockage qui, à l'origine, vient du monde du cloud public, dans tout environnement, y compris son data center ou le edge. Donc derrière, techniquement, en fait, ce stockage va être géré par un ensemble de machines virtuelles qui vont permettre effectivement d'aller consommer le stockage local des nœuds d'un cluster ou de plusieurs clusters, et donc d'exposer le tout sous des API tout à fait classiques S3. Troisième façon d'avoir du stockage, c'est les volume block storage. Donc là encore, c'est de gérer effectivement du stockage bloc pour l'utilisation par exemple en iSCSI, et d'être capable effectivement d'avoir des solutions bien capables de monter à l'échelle dans le cadre de grosses organisations, d'avoir des mécanismes effectivement de réduction de la donnée avec toutes les technologies qu'on connaît, d'avoir des fonctionnalités de disaster recovery, d'être capable de sauvegarder le tout dans du cloud, et bientôt de faire du data tiering pour là encore optimiser le coût par rapport à l'usage. Et tout finalement, le provisioning de la gestion de ce stockage, là encore, va se faire au travers de Prism. Un autre produit qu'on peut trouver dans le portfolio, mais qui est à ma connaissance plus vraiment utilisé, c'est la partie Mine Integrated Backup. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est encore vendu, mais l'idée effectivement était de pouvoir faire du backup derrière. Je crois qu'on n'entend plus beaucoup parler, donc point d'interrogation sur l'avenir de ça. Dans les add-ons qui sont souvent ajoutés à la partie NUS, c'est la partie Advanced Replication, la partie chiffrement at rest, le support d'un KMS, un Key Management Server, et puis la micro-segmentation derrière pour faire du filtrage est-ouest. Autre service faisant partie de la partie NUS, c'est DataLens, qui lui est disponible sous la forme d'un service SaaS, et qui va être là pour faire de l'analyse sur la partie données, de la protection notamment, donc sur data analytics dans le sens l'usage de la donnée, extraction de données, suppression de données, en gros tout ce qui est basé sur l'analyse comportementale de ce qui est de l'usage de la donnée, et également qui va servir pour la protection en cas de ransomware. Et là encore sur la partie DataLens, on va avoir deux SKU, une SKU Free et une Premium. NUS, lui, est décliné sur principalement deux SKU, la Starter et la Pro. Là encore, le tableau d'origine permet après, derrière, d'aller voir, il ne m'a pas placé au bon endroit, mais si on remonte, on va aller voir ici, NUS, voilà, il va bien descendre. Là, vous aurez le détail entre la Starter et la Pro en termes de fonctionnalité. Là encore, en fonction de vos besoins, vous allez switcher sur l'un ou sur l'autre, et on retrouve un résumé un petit peu de tout ce que j'ai pu vous raconter derrière, que ce soit sur la micro-segmentation, la gestion des objets, de la compliance, les objets S3, etc. Voilà, on a terminé cette brève introduction, vue d'ensemble sur une partie du portfolio Nutanix. Si le reste du portfolio vous intéresse, là encore, suivez les autres parties, les autres vidéos de cette série. Elles sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.